Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. L'entretien reçoit aujourd'hui donc le journaliste français Gilles Luneau. Gilles Luneau, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir donc dans les locaux de Radio M. Vous êtes à Alger pour une formation sur l'énergie et le climat, donc pour les journalistes algériens. Et donc le climat, c'est votre dada, on peut dire ça. Vous avez travaillé sur les questions d'agriculture, d'environnement, de relations homme-nature, des relations ville-campagne. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur le climat, dont un atlas du climat qui est sorti récemment en 2015. Et vous avez aussi réalisé plusieurs films, dont le dernier en date, L'urgence climatique, aussi en 2015. Donc les questions de climat, de réchauffement climatique, c'est une question dont on parle beaucoup en ce moment. On vient d'avoir la COP21 qui s'est achevée à Paris, donc qui a réuni 195 pays. Et vous avez étudié notamment ces questions-là et leurs impacts sur la planète et sur les hommes. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de vos travaux et comment on peut maintenant évaluer ce réchauffement qui est là, qui est inéluctable? Vous m'en demandez beaucoup, là. Écoutez, mes travaux sont des travaux de journalistes qui en fait, consistent simplement à rassembler les travaux scientifiques, les initiatives politiques ou de la société civile, et puis d'en faire un peu la pédagogie ou l'analyse. Mes travaux se limitent à ça, en fait. Donc oui, j'ai suivi la COP21. En deux mots, je pense plus personne. Enfin, on l'a vu avec l'accord qui a été signé. Il n'y a plus aucun pays du monde qui conteste non seulement le réchauffement climatique, mais aussi son ampleur et l'urgence à agir. C'est vraiment ça dont on peut en tirer. C'est un vrai progrès par rapport aux COP précédentes. Et il y a eu un vrai changement d'allure dans la manière dont sont menées les négociations, leur esprit même. Pour la première fois, c'était la 21e année qu'on négociait sur le climat quand même. Pour la première fois, tous les pays sont venus avec leur engagement. Donc c'était de manière très, très volontaire comme ça, sans aucune autre obligation que de le proclamer, mais c'est quand même important de dire voilà comment eux, ils prévoyaient de réduire les émissions de dioxyde de carbone pour essayer de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire à 1,5 degré en moyenne, ce qui est déjà énorme. Ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des déclarations qui prouvent une vraie volonté de la communauté mondiale est quand même bien en deçà. C'est-à-dire que l'ensemble des déclarations nous amènent sur une esquisse à plus de 3 degrés de réchauffement climatique, ce qui fait que là, il y a beaucoup de choses en matière économique, par exemple, mais pas seulement, qualité de vie, etc. C'est plus du tout tenable. Donc, ça a été... Le gros des travaux, ça a été comment on fait pour partir de ce paquet sur la table à plus 3 degrés d'augmentation à descendre en dessous, quoi. Donc ça suppose... c'est un travail difficile pour chaque pays, parce que chacun il voit d'abord ses intérêts avant de voir l'intérêt commun, alors qu'on est sur des enjeux universels. Et on y est arrivé avec la prudence des mots diplomatiques. On va dire que l'accord, je ne veux pas m'étaler trop longtemps, l'accord met tout ce qu'il y a à faire sur la table, sans obligation pour personne, mais présente bien toutes les choses. C'est un accord ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de ce qui a été signé, la société civile, les entreprises aussi, le monde économique, peut très bien dire qu'en fonction de ce qui a été dit, aussi bien à l'ouverture que signé, on doit aller dans la direction de la réduction massive des gaz à effet de serre, ce qui veut dire très rapidement, avant 2050, quitter l'énergie fossile. Voilà. Vous avez suivi en tant que journaliste plusieurs conférences sur le climat depuis celle de Copenhague. Est-ce que vous avez noté une réelle différence dans cette COP et quelles étaient, selon vous, les questions sur lesquelles les journalistes pouvaient
être des lanceurs d'alerte ou en tout cas attirer l'attention du public pour leurs lecteurs sur certains points qui pourraient faire la différence et sur lesquels il va falloir rester vigilant pour les années à venir? Alors, il y en a plein, j'ai envie de vous dire, comme journaliste méfiant par nature, pour ne pas dire paranoïaque, ce qui est une qualité dans le métier, faut se méfier de tout. Mais la grande différence, si on prend Copenhague, Copenhague, pour le rappeler, on est en 2009, c'est un échec, on n'arrive pas à un accord, mais Copenhague avait comme mission de renouveler l'engagement du petit nombre de pays finalement qui s'étaient engagés sur le protocole de Kyoto, qui était déjà un protocole de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette faillite-là, on a dit, bon, on reporte au sommet de Paris, il y en a eu d'autres entre-temps, tous les ans, mais au sommet de Paris, pour arriver à un accord. La grande différence, c'est l'état d'esprit. À Copenhague, on avait, on va dire, si je fais très schématique, 4 camps en présence. Le camp des États, d'une part, et des pays riches, qui disaient, bon, nous, on vous dit, la science dit ça, il faut faire ça, mais sur la base des conseils scientifiques, du rapport du GIEC, du rapport des scientifiques, on reconnaît notre responsabilité historique dans la pollution du monde, on va dire, toutes les civilisations industrielles. Les États du Sud, grosso modo, des pays en voie de développement ou même les moins avancés, disaient, oui, mais nous, on a droit à notre part de bonheur et d'arriver à autant de croissance que vous, on a un fossé à rattraper, donc laissez-nous en gros brûler encore du charbon et du pétrole pour vous rattraper. Donc, et entre les deux, il y avait les ONG, donc tout le monde associatif et on va dire actif sur la vigilance sur l'état de la planète, qui disait il faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite, dépêchez-vous, les scientifiques le disent, mais regardez, on va dans le mur, il faut agir. Et puis le quatrième camp, c'était les lobbies industriels et financiers qui n'ont pas du tout envie que ça change parce qu'ils ont encore de l'argent à faire. Donc, il y avait bien sûr le lobby des pays producteurs de pétrole qui disait non, il y a encore du pétrole, vous inquiétez pas. Voilà, s'il y a que ça, on va baisser un peu le prix. En gros, c'était à peu près ça, vulgairement. Et puis, ceux qui ont des économies très carbonodépendantes, si je peux m'exprimer ainsi, on pense à toute la chimie du plastique, mais aussi les médicaments, les engrais de synthèse, enfin, la chimie du carbone, donc dérivée du gaz et du pétrole, est énorme. Voilà. Donc tous ces gens-là avaient dit, c'est pas si pressé, ok, on va y penser, mais on n'est pas prêt. Bon, voilà. Donc tout ce monde-là n'a pas pu se mettre d'accord. Et donc il n'y a eu aucun accord, tout simplement. Donc, alors qu'à Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cet engagement qui a été travaillé pendant un an sur le sommet précédent de Lima, pendant un an, les gens ont travaillé sur jusqu'où ils pouvaient s'engager. Bon. Je l'ai dit, ça ne dépassait pas 3%. Mais il y avait la bonne volonté commune, on va dire, de quasiment tout le monde. Il y a quelques mauvais élèves. On retrouve les pays du Golfe producteurs de pétrole, on trouve le Venezuela. Et puis après, dans les pays du Sud, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'eux, ils ont dit, l'alerte, elle est là, on la prend en compte. Et on ne va pas passer par la case industrielle charbonnée, on va dire, ou charbonnée et pétrolée, mais on va aller directement avec les énergies renouvelables. Vous avez raison, mais il faut nous aider. On veut de l'argent, on veut du transfert de technologie, et si possible sans brevet, quoi. Voilà. Ça a été ça le cœur de la négociation. Et donc, notamment, les pays du Sud ont obtenu la création de ce fonds vert. Est-ce que vous pouvez dire un peu... Le fonds vert, c'est quoi? Le fonds vert, c'est une décision de la communauté mondiale, donc sous l'égide de l'ONU, de constituer un fonds financier de 100 milliards de dollars par an qui va être destiné à soutenir les efforts des pays qui n'en ont pas les moyens pour s'adapter au réchauffement climatique. Sur deux versions, et là, l'accord reste ouvert sur la répartition de l'argent, d'une part sur ce qu'on appelle l'atténuation du réchauffement, ce qui concerne... on va le dire, tout ce qui est transition énergétique, c'est-à-dire tous les procédés pour passer aux énergies renouvelables, arrêter avec le charbon, arrêter avec le pétrole, puis plus tard arrêter aussi avec le gaz. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'effort d'atténuation. Et puis, il y a le deuxième volet, qui est l'effort d'adaptation, qui suppose là beaucoup de politiques publiques pour transformer la manière dont on cultive aujourd'hui dans le monde, qui est sur un modèle agro-industriel
très nocif, c'est 24% d'émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial en moyenne. C'est aussi toutes les politiques d'infrastructure. Il y a les submersions, la mer va monter, on le sait, c'est inexorable, il n'y aura pas de retour en arrière, il va y avoir des côtes noyées, il va y avoir des îles noyées. Et donc ça veut dire pour partie des routes à reconstruire, des ponts, des habitations à déplacer, des immeubles à reconstruire, etc. Vous avez déjà le cas un petit peu ici. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait déjà un petit bout d'un quartier d'Alger qui avait les pieds dans l'eau et que très discrètement, on commençait à reconstruire ailleurs. Donc là, il va y avoir de l'argent disponible là-dessus à partir de 2020. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avant? Mais je veux dire, à partir de 2020, avec un plancher de 100 milliards de dollars par an pour ça. Et pour rester alors un peu sur les problématiques et les impacts du réchauffement climatique sur l'Afrique, vous avez travaillé sur ces questions, donc notamment de remontée des eaux, quels impacts ça a pour les agriculteurs, pour la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples vraiment très concrets et qui font que les réfugiés climatiques aussi, sur des questions sur lesquelles vous avez travaillé, sont plus élevés que finalement les réfugiés de guerre? Oui, absolument. Oui. Alors, sur les réfugiés, la comptabilité est simple et accessible pour tout le monde. On n'en parle pas beaucoup parce que essentiellement, ce sont des réfugiés infranationaux. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont déplacés parce qu'il y a une submersion, parce qu'il y a des inondations graves qui empêchent de revenir, qu'on détruit tout. Je pense au Pakistan en 2010. Hein, je veux dire, où il y a quand même eu des milliers de morts. Ça provoque des déplacements de population internes. Donc on n'en parle pas beaucoup, ça. Voilà. Vous avez le Bangladesh qui est menacé, hein, les zones de delta, le delta du Nil. Hein, on sait que de toute façon, avec la montée de la Méditerranée, on a un delta, ça va dépendre de nos efforts, ça va noyer 10%, 15%, 20%. On est plutôt parti pour noyer 25% du delta du Nil. Ça veut dire des déplacements de milliers de gens. Et Alexandrie sous les eaux? Alexandrie, les pieds dans l'eau définitivement, bien sûr. Port Saïd aussi. Ça veut dire aussi des terres arables en moins. C'est quand même un des greniers de l'Égypte et de la région. Donc quand on perd des terres arables... D'une part, pas sur mission, mais on les perd aussi, c'est la proximité, parce qu'il y a un biseau salé dans la remontée de l'eau qui s'infiltre et qui va aller contaminer les zones, les sources, les nappes phréatiques, etc. Donc, ça pose d'énormes problèmes. On le sait, mais on a aussi, on va dire, la chance d'avoir suffisamment de gens aujourd'hui dans tous les pays et des efforts collectifs, on le voit avec la collaboration scientifique, de trouver les solutions et de le faire. La question, ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté politique pour avoir un ordre de marche dans l'urgence calmement. Et il y a aussi, par rapport à la remontée des eaux, il y a une possibilité de visualiser en fait les zones avec une remontée des eaux d'1 mètre. Et en fait, il y a eu sur la région qui nous concerne, qui est celle du Maghreb, entre l'Algérie et la Tunisie, donc une nappe phréatique qui remonterait, donc qui inonderait cette région-là. Moi, je l'ai découverte en préparant la formation là, pour les confrères et consoeurs algériennes. Mais j'en sais pas plus, j'ai juste découvert ça, je leur livre ça, c'est à eux d'aller enquêter et chercher. Il y a un modèle de simulation qui est relativement simple, c'est sur Internet, on le trouve, pour simuler la montée des eaux, et on voit l'effet que ça fait. Donc c'est à partir des données scientifiques. Je pense qu'il faut maintenant retourner auprès on va dire, des scientifiques du GIEC qui sont des nationaux, on va dire, de l'Afrique du Nord en général, et ils doivent avoir accès à toutes ces données et doivent pouvoir vous aider à trouver les effets là. Et par contre, ce que l'on sait avec certitude, c'est le lac Tchad qui n'existe plus, notamment à cause des évaporations et que c'est complètement vidé. Des prélèvements d'eau et des évaporations, c'est vrai. Et là, c'est une réduction dramatique. Et là, on peut dire que pour partie, après, il y a sûrement plein d'autres conséquences, mais ça participe de la déstabilisation politique et des affrontements, des émeutes, des conflits qui peuvent y avoir dans la région, sur les 4 pays qui bordent le lac Tchad. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que en fait les questions de climat sont liées et en fait entraînent plein d'autres problématiques, que ce soit sociales, économiques. Vous avez aussi travaillé sur le coût du réchauffement climatique. Oui, le coût, celui qui en parle le mieux, c'est un ancien patron de la Banque mondiale, un économiste en chef qui s'appelle Nicolas Stern, qui a fait un rapport qui date de 2006 et qui aujourd'hui, non seulement est confirmé, mais c'est encore pire dans les annonces, et qui explique que plus on attend, on a déjà passé le seuil
où ça coûte plus cher d'attendre, même si ça coûte très cher de faire les réformes qu'il faut pour faire face au climat. On a passé le cap, ça nous coûte tous les jours un peu plus cher d'attendre, d'aller un peu plus près du mur que d'anticiper aujourd'hui en prenant les décisions qu'il faut. Très bien. Alors, en tant que journaliste, enquêteur et paranoïaque, comme vous l'avez dit, je reprends vos mots, hein, vous avez notamment travaillé avec José Bové sur toutes les questions de lobby, qui sont essentielles quand on traite de ces questions-là. Et donc, il y a un livre qui est paru, que vous avez coécrit avec José Bové, voilà, sur Hold Up à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail d'investigation que vous avez mené et comment il faut continuer à aller fouiner dans les rapports. Oui, ça fait un petit moment maintenant, c'est le privilège de l'âge que je fais de l'investigation. C'est une vieille collaboration avec José Bové, donc on a l'habitude de travailler ensemble et on s'était posé la question à partir on était au terme de son premier mandat de député européen, de livrer, parce que c'était une question de correction pour lui par rapport à ses électeurs, de livrer les pressions des lobbies auxquels il était soumis. Et donc, on est parti de la liste des pressions qu'il avait subies dans différentes circonstances pour enquêter sur ces lobbies-là. Et là, pour faire court, on a quand même levé des grosses choses. Il y avait ce qu'il avait subi et auquel il avait répondu, mais derrière, on a découvert quand même des grosses figures de l'organisation du lobbying à Bruxelles. En gros, je parle du lobbying essentiellement économique. Hein. Et notamment, il y a eu une bataille qu'a menée le député José Bové par rapport à un traité de libre-échange dont le journal que vous avez fondé, qui est en ligne, qui s'appelle Global Magazine, a récemment publié la décision qui a été annulée finalement par la Cour européenne de justice. Et donc ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc a finalement été annulé. Oui. Est-ce que vous pouvez détailler un peu c'est un petit peu loin, ça remonte à 2 ans. Donc je suis plus sur des dates et des chiffres, mais en substance. En substance, l'Union européenne, dans une politique d'échanges multilatéraux, hein, elle a fait des traités avec plein de pays, et plus particulièrement dans les politiques, on va dire, euro-méditerranéennes, avait décidé de faire un traité de libre-échange avec le Royaume du Maroc. Une grande part du traité a trait aux échanges agroalimentaires. Je ne rentre pas dans le détail, je ne sais pas quel temps on a du traité agroalimentaire. Ce qu'a soulevé le député Bové au Parlement, c'est que contenait le traité sur ces questions agroalimentaires. Lui, c'est sa capacité d'expert au niveau agricole, au niveau européen, et parce qu'il a pointé du doigt tout de suite en disant une partie importante de la production agricole et agroalimentaire marocaine destinée à l'exportation, donc à l'échange entre l'Europe et le Royaume, est produite au Sahara occidental. Et il a dit, mais à ce que je sache, le Sahara occidental est toujours sous un statut de protection de l'ONU. Juridiquement, il n'appartient pas au Royaume du Maroc. Donc, en vertu des lois internationales de l'ONU, on ne peut pas, juridiquement, en tant qu'Union européenne, signer un traité qui inclurait le Sahara occidental. Donc, il dit, moi, je veux bien voter le traité avec le Maroc si on enlève le Sahara occidental. Vous imaginez un peu ce que ça a fait à Bruxelles. Ça a été 2 ans de bagarre. Pas toujours très honnête en face de lui. Hein. Il a eu des attaques énormes, mais publiques. Enfin, je veux dire, de députés européens. Il s'est fait traiter de nom d'oiseau, quoi. Hein. Je veux dire, on l'a mis en cause comme un trublion, quelqu'un perdant même ses moyens l'insultant. Et il a gagné, entre guillemets. Il avait raison, c'est-à-dire que c'était de mémoire, il y a 8 jours, le 10 décembre, la Cour de justice européenne a annulé le traité pour vice de forme, pour illégalité, à cause justement de l'inclusion du Sahara occidental dans le traité du Royaume. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme sujet sur Global Magazine, qui a été fondé il y a à peu près 4 ans ? Oui, ça fait 4 ans et demi par là, oui, c'est ça. Global, on est parti de l'idée, en fait, de construire. On est une petite poignée de journalistes, on va dire comme ça, un noyau dur d'une dizaine de journalistes, et puis on a un cercle concentrique comme ça d'une vingtaine, trentaine de collaborateurs. C'est un journal qui est fait par des journalistes professionnels pour qu'ils puissent écrire dans ce lieu-là les infos qu'ils ne peuvent pas écrire dans les journaux auxquels ils collaborent habituellement. On va dire que c'est une zone libérée de l'information, voilà, sans formatage, sans pub, sans sponsor,
Voilà. Et vous préparez un dossier c'est des dossiers en fait. Il y a beaucoup de dossiers, mais pas seulement. Il y a du photojournalisme aussi, il y a du dessin de presse. Enfin, on est un peu un refuge de la liberté d'expression. Voilà. Et le prochain thème du dossier, vous pouvez le révéler ? Non, je le révèle. non, c'est plutôt par superstition. Voilà. D'accord. Voilà, mais sinon, celui qui est en ligne, là, c'est sur la COP. Hein. On a travaillé sur la COP. Par exemple, on fait partie des rares, hein, je veux dire, au moins des médias relativement importants, parce qu'on a quand même une assez grosse portée, qui ont été donné la parole aux peuples autochtones, aux Amérindiens, dans la négociation de la COP 21, qui ont été un peu piétinés, y compris par l'Union européenne, hein, sur les négociations. Voilà. Gilles Luneau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ravi d'être à Alger.